Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture spécial les livres que vous m'avez envoyés afin que je vous donne mon avis. La Poupou tient à donner son avis aussi, mais je lui ai dit écoute Poupou, tu ne sais pas lire, tu n'as pas d'avis sur les livres que l'on m'envoie. Alors, vous avez vu si vous me suivez sur Instagram, j'ai tiré au sort quelques-uns de vos livres que j'ai lus. Vous le savez, les conditions sont que je m'impose au moins 2 heures de lecture. C'est-à-dire que je ne me permets pas de lire 10 pages et de dire ok c'est bon, il n'y a rien, je laisse tomber. Je lis au moins 2 heures. Il y a 3 livres que j'ai pas fini, que j'ai pas eu envie de finir. Il y a, vous allez voir, il y a du mauvais, il y a aussi du très bon dans cette vidéo. Et d'une façon générale, je tiens à le mentionner, ça demande beaucoup de dévotion pour écrire un livre. Ça demande beaucoup de courage pour envoyer ce livre à quelqu'un, non seulement dont tu estimes l'opinion, mais en plus tu sais qu'il a une plateforme. C'est-à-dire, tu t'exposes à un avis qui va t'atteindre de toute façon, qu'il soit positif ou négatif, il va t'atteindre. C'est pas comme si t'envoyais ton livre à quelqu'un que tu connais pas et dont tu te dis t'as pas aimé, bon t'as pas aimé, ok, ça peut pas plaire à tout le monde. Là voilà, ça demande un courage et en plus j'ai une certaine plateforme, donc je veux dire ça avant tout parce que ça concerne tous les auteurs qui m'envoient leur livre, que j'ai aimé la lecture ou pas, que je considère qu'il y a des défauts ou pas, ils ont tous cette qualité-là, ils sont allés au bout de l'écriture d'un roman. C'est un beau, c'est un beau projet, c'est une belle réalisation, et ça vaut pour chacun d'entre eux. Alors j'ai commencé le mois de décembre, parce que j'ai lu vos livres pendant le mois de décembre et de janvier. En fait, en décembre, j'ai lu que 2 livres, donc j'ai voulu étendre le mois spécial vous. Sur la durée, j'ai voulu l'étendre jusqu'à janvier. En l'occurrence, je vous présente Eldora de Florian Cafard. Je vous lis le 4e de couverture. Arkane et Seyla sont nés faunes dans une société qui les méprise. Alors fuir, mais pour aller où ? Le roi Reigo surveille son peuple et lui défend de sortir d'Eldora. Que se passe-t-il derrière les murs qui protègent la cité des créatures de l'extérieur ? Pourquoi des Sémètes ne sont-elles pas revenues d'expédition ? Que cache ce monde interdit ? Trop de questions obscurcissent l'avenir du royaume. Combien de temps le roi pourra-t-il encore taire ses secrets ? Décidée à percer un mystère hérité de ses origines, la princesse Eileen est prête à sauter le pas, quitte à n'en jamais revenir. C'est pratique parce qu'il y a pratiquement tous les défauts du roman dans le 4e de couverture. Je crois que je lui ai mis D, je vais vérifier très vite, c'est ça. Le style est un peu pâteau, c'est-à-dire Arkane et Seyla sont nés faunes dans une société qui les méprise, alors fuir. Mais pour aller où ? Ça va pas. Tu peux pas dire alors fuir. Ça me semble évident. Enfin, il me semble que j'ai pas besoin de développer pourquoi ça marche pas. Ensuite, la répétition comme ça de plein de questions, ça donne vraiment l'impression que ton roman n'a pas de point de focalisation, et c'est le cas. Il fait partie des romans que j'ai pas fini, donc déjà, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Vous pouvez considérer que mon avis n'a aucune valeur si vous considérez que tant que j'ai pas fini le livre, mon avis dessus ne vaut rien. C'est un avis que une opinion que je peux entendre, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de savoir pourquoi j'ai pas voulu le finir. En l'occurrence, effectivement, il n'y a pas de point de focalisation, c'est-à-dire que le 4e de couverture commence par Arkane et Seyla sont nés faunes, et à la fin, il y a décidé à percer un mystère hérité de ses origines, la princesse Eileen est prête à sauter le pas, quitte à n'en jamais revenir. Princesse Eileen. C'est-à-dire que tu présentes un personnage qui a l'air d'être le personnage principal dans le dernier paragraphe du 4e de couverture, et en fait c'est très révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur de ton roman. Ça va dans tous les sens, j'ai noté dans mes notes de lecture que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo, j'ai noté page 18, on trouve la phrase, voilà, 2 personnages qui discutent, que faut-il dire après toutes ces années, les mots importent peu, Nate. Nous sommes toujours les 2 gamines qui se sont rencontrées sur les bancs de l'école, le temps n'a pas de prise sur nos souvenirs. Tu as raison, je chéris ces moments d'innocence. Comment va ta mère ? Je ne sais pas, quand j'ai porté le déshonneur à notre famille en quittant l'ordre, elle a cessé de me parler, elle a certainement oublié qu'elle avait une fille. Tu n'as pas quitté l'ordre, tu n'es plus une éclaireuse, mais tu restes une sémette, tu t'occupes des âmes oubliées. On est à la page 18. Je ne sais pas ce que c'est l'ordre, je ne sais pas ce que c'est qu'une éclaireuse, je ne sais pas ce que c'est qu'une sémette, je ne sais pas ce que sont les âmes oubliées, parce qu'il y a des majuscules. Tu nous fais vraiment rentrer dans l'univers comme si... c'est même pas qu'on débarque au milieu de l'histoire, c'est qu'on débarque dans un monde qui va pas s'adapter à nous. Et s'il s'adapte pas à nous, on n'est pas les bienvenus, quoi. On n'est pas les bienvenus dans ton livre, et c'est ce qui m'a posé problème pratiquement tout du long. Tout du long des quelques pages que j'ai lues, je suis allé jusqu'à la page 92. Donc j'ai lu ça, à peu près. Surtout le truc, j'ai conscience que c'est pas agréable à entendre, je suis vraiment désolé, mais comme j'arrive pas à rentrer dedans, comme je suis investi dans aucun des personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais qui sont tous un peu vanilla en plus, ils sont tous, ils ont rien qui se démarque vraiment des autres, parce que tous veulent aller voir ce qu'il y a à l'extérieur du mur, et tu te dis,
C'est pas très original en plus comme idée d'avoir une ville entourée par un mur, et les personnes à l'intérieur se disent mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur? Parce qu'il y a un groupe de la population qui peut aller au-delà du mur pour affronter des dangers, mais il y a un danger encore plus gros de l'autre côté du mur, mais c'est jamais présenté de façon très claire, c'est-à-dire il y en a qui veulent savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, d'autres qui veulent aller de l'autre côté du mur, d'autres qui y vont mais qui voudraient ne pas y aller. La princesse, elle veut savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, et quand son père refuse qu'elle se renseigne, elle lui dit « Ah ouais, bah puisque c'est comme ça, je vais me renseigner auprès des... je crois que c'est les factieux, cette faction qui existe à Eldora, qui n'a pas peur de dire la vérité au peuple, et son père lui gifle en disant « Comment peux-tu parler des factieux? Tu ne sais rien de ce qu'il y a de l'autre côté du mur. » Il dit « Oui, c'est pour ça qu'elle a envie de savoir !» Il l'engueule de vouloir apprendre ce qu'il y a de l'autre côté du mur en lui disant Ne cherche pas à savoir ce qu'il y a de l'autre côté du mur, tu ne sais rien de ce qu'il y a de l'autre côté du mur. » Et j'ai un autre problème, c'est que le monde tel que tu le décris, je n'arrive pas à y croire. C'est-à-dire que tu présentes une société de castes, ça, aucun problème à y croire. Le truc, c'est que chaque caste est représenté par une race différente. Il y a les faunes, il y a les j'ai oublié parce que je l'ai lu début décembre, donc ça remonte. Mais voilà, il y a différentes races font différents trucs. Et les Sémètes, si j'ai bien compris, c'est des genres d'hommes-lions. Il y a aussi des genres d'hommes-ours. Et mon problème, c'est que la cité ne pourrait pas exister comme ça. Les faunes sont tout en bas de l'échelle sociale. Comment ça se fait qu'il n'y a pas déjà eu des faunes qui se sont dit « Je refuse d'être en bas de l'échelle sociale, je vais m'élever au-delà de cette condition-là ». Dans tous les univers fictifs que j'ai connus ou presque, soit les races se mélangent complètement et à ce moment-là, elles sont à peu près équivalentes en termes de droit. Il y a des préjugés, mais toute la société n'est pas fondée sur eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça. Soit les autres races sont minoritaires, par exemple les Twi'lek dans l'univers de Star Wars sont plus bas dans l'échelle sociale que, on va dire, les humains sur Tatooine, ou nettement plus bas que les Hutt, mais parce qu'ils sont moins nombreux. Là, en l'occurrence, ils sont tous à peu près aussi nombreux, donc ça marche pas. Moi, j'ai jamais réussi à passer ce truc-là non plus. Bref, j'ai juste pas pu rentrer dedans. J'ai vraiment juste pas pu accrocher. Et je suis désolé pour ça. Mais c'était une belle ambition d'essayer de construire tout un monde comme ça. Il y avait une bonne inspiration, mais t'as pas réussi à donner suffisamment de cohérence et de diversité, mais de diversité au sens profond, si tu veux, à ton univers. Il y a plusieurs races différentes, mais tous les personnages dont tu me parles sont à peu près les mêmes. Je pense que je me suis fait comprendre. Ensuite, nous allons passer au 7e continent de Norman Django. Déjà, très belle couverture. Je suis dégoûté que ça ait un peu bavé là parce que la couverture est vraiment chouette. Je vous lis le 4e de couverture. Dans un futur proche, Elias Kova est un jeune homme ordinaire obsédé par sa santé. Je déteste les 4e de couverture qui commencent par machin était un homme ordinaire. Machin vivait sa vie comme tout le monde jusqu'à ce que... Bref, petit truc comme ça, petite astuce en passant. Dans un futur proche, Elias Kova est un jeune homme ordinaire obsédé par sa santé. Il consulte en permanence Organia, une application sur son smartphone qui l'informe de la composition chimique de tout ce qu'il inhale ou ingère. Afin de redresser son hygiène de vie, pourtant irréprochable, il s'inscrit à un séjour dans le centre sanitaire du docteur Caruso, son idole. Tout se passe comme il l'avait rêvé jusqu'au jour où il reçoit un message codé via Organia qui va bouleverser sa vie et sa vision du monde. J'ai adoré ce roman. Je l'ai trouvé vraiment très très bon. Je lui ai mis un A, je crois, c'est ça. Mais faut que je vous dise, c'est complètement ma came, ce genre de truc. C'est-à-dire, je suis pas très objectif parce que ça baigne dans une ambiance qui est totalement mon délire. C'est dystopique, mais c'est dystopique technologique. C'est aussi il y a aussi un commentaire sur la société, il y a un commentaire sur la surconsommation, sur le capitalisme, il y a des commentaires sur à peu près tout. Il y a aussi un commentaire sur comment dirais-je, on va pas parler d'extrémisme écologique, mais disons qu'il y a des activistes écologiques qui sont très investis et qui passent un peu pour des cinglés, et le livre ne prend pas de parti pour dire voilà, les activistes, ils sont bizarres, mais ils sont gentils. Non, ils sont cinglés. Et le docteur Caruso, il est cinglé aussi. Ils sont tous cinglés différemment. C'est un roman d'action, c'est-à-dire qu'il se passe des trucs, ça bouge. Il y a des passages moins faciles à lire que d'autres. J'ai écrit page 52, très court passage sur un youtubeur qui m'a fait sourire. Je vais le retrouver. Un homme assis à côté de moi ne semble pas du tout préoccupé par ma présence. Il est hypnotisé par son smartphone. Il s'en donne à cœur joie, l'hexagone possédant le Li-Fi
la nouvelle amélioration du Wi-Fi basée sur la partie visible du spectre électromagnétique, la lumière. Il suit ses écouteurs sur les oreilles, le programme de Phil, un YouTuber qui résume des films en une dizaine de minutes. Plus besoin de se coltiner 1h30 de vidéos au bas mot. Déjà, je t'emmerde. Et tout le monde peut se targuer d'être branché, de connaître tous les films à l'affiche dès leur sortie. Les aficionados du cinéma peuvent enfin espérer un jour prétendre avoir dévoré tous les longs métrages du monde entier. C'est bien, non? Merci, Phil. Le roman a souvent, pas jusqu'au bout, mais il garde un petit moment ce ton un peu irrévérencieux comme ça que j'aime vraiment beaucoup. En début de chapitre, il met des tweets qui font vraiment vivre son monde. Disney remasterise les 9 épisodes de Star Wars. Le but est une homogénéisation, tout simplement. Hashtag milliardaire, hashtag fan, hashtag bonardeur, je sais pas. Hashtag Arta évolution constante, hashtag propriété culturelle, hashtag argent facile. C'est pas mon préféré. Mon préféré, il est sur Star Wars aussi, mais c'est pas celui-là. Je vais essayer de le retrouver. Star Wars épisode 12, Les Marches de l'Empereur, sortira sur les écrans le 7 juillet. Le résumé vidéo disponible le même jour pour les flemmards. Hashtag le cinéma est mort, hashtag le programme de Phil, hashtag suite sans fin, hashtag film série, hashtag Madeleine de Proust. J'avais pas tilté le programme de Phil, alors que le programme... Phil, c'est pas un truc ni important, ni récurrent. Je pense que je suis tombé au hasard sur les deux seules itérations de la chaîne de ce bon vieux Phil. Ça a été un vrai plaisir. Ce que j'ai dit quelque part dans mes notes de lecture, que vous pouvez trouver dans la description, ça me rappelle ce que j'ai ressenti en découvrant Bernard Werber. Je comprends pas que... Enfin voilà. J'espère que ce roman et que son auteur vont avoir une vie à eux. On se comprend. Parce que il y a ce côté réflexion sur la technologie, réflexion sur l'humain, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on devrait faire. Non, ça a été une vraie belle surprise ce roman. Je regarde dans mes notes de lecture si j'ai autre chose à dire. Oui, pardon, j'ai oublié de le dire. Au début, il y a une scène de sexe qui est très explicite, c'est-à-dire explicite quoi. Elle est pas gratuite. Elle est pas gratuite parce qu'elle a tendance à être drôle, c'est-à-dire, globalement, le gars, sa grosse hantise, c'est l'appartement de cette nana-là est dégueulasse. Comment est-ce que je vais réussir à coucher avec elle sans mettre ma peau à nu sur une surface qui est immonde? Parce que lui, il est vraiment obsédé par sa santé, obsédé par les trucs qui pourraient rentrer en contact avec lui. Donc, voilà, la scène est relativement bien racontée. Et surtout, elle prépare une autre scène après où il tombe sur des vidéos de des caméras de surveillance, et quand il lance les images de ces caméras de surveillance, le premier truc que l'auteur a écrit, je vais lire ce qu'il a écrit, page 225, je vous lis. J'en ramène un dans le couloir, en dessous du plafond ouvert, le BNC branché au raccord, le VGA à l'écran, puis l'alimentation à une prise secteur murale. Mon doigt frémit légèrement avant d'appuyer sur On, calibrage en cours, puis 3 petits points à la ligne. Une fille apparaît. Et là, tu te dis, putain, non, pitié. Quand tu sais que l'auteur a pas peur de rentrer dans les détails concernant des choses qui sont très intimes, tu te dis, pourvu qu'il arrive... Parce que la caméra de vidéosurveillance qu'il a récupérée, il l'a récupérée dans un certain contexte, vous vous doutez bien, où, voilà, une fille apparaît, ça veut... On peut rien attendre de bon. C'est difficile de vous en parler sans vous spoiler. Mais voilà, il savait qu'il y avait quelque chose de glauque sur ses vidéos, donc voir une fille apparaître, il dit, ah, non, pitié, non. Et au tout début, parce que si vous suivez les lectures, vous savez que j'ai tendance à dire évitez les phrases courtes, ça casse le rythme. Au début, il y a de très bonnes utilisations de phrases courtes. Je vais vous lire le début. Une alarme. Point. La première phrase du roman, c'est le tweet. Les travaux du 47e étage de la tour à évolution constante sont sur le point de s'achever. Préparez vos cartons. Hashtag CET, hashtag place limitée, hashtag gratte-ciel, hashtag infini, hashtag privilégié, hashtag vue imprenable. Et ensuite, une alarme. Un signal de détresse? Pas exactement. Plus agaçant, moins effrayant. La sonnerie d'un téléphone? Non. Presque. Le réveil? Bravo! Un trait de lumière filtré par un volet métallique mal fermé zèbre mon torse nu. Faire le point. Je suis chez moi. On est quel jour? Dimanche. Et hier j'ai bu. Bon. Pas de panique. J'ai mal, très mal à la tête. Ça ne veut rien dire. Reste calme. J'ai peut-être bu un peu, puis la fatigue a eu raison de moi. Je couvre peut-être un petit rhume. Rien de bien méchant. Alors pourquoi ne te souviens-tu de rien? Habituellement, c'est l'alcool qui est censé déclencher des petits troubles de la mémoire, pas les rhumes, non? Je me lève et repousse les couvertures. Ma tête fait plusieurs bangs douloureux. Là, tu vis le truc avec lui. Là, le rythme, c'est saccadé parce qu'il en a plein la gueule. et il panique. Et du coup,
Les phrases courtes, c'est le moment, c'est l'instant, il a du mal à rassembler ses pensées, du coup... Voilà, du coup c'est une bonne utilisation parce que ça caractérise le truc, et en plus c'est très efficace parce que un peu plus tard dans le paragraphe, il se rend compte qu'il trouve pas son téléphone. Il retrouve son téléphone, mais quelques lignes plus tard. Quand il retrouve son téléphone, t'es soulagé pour lui. Parce que tu ressens l'urgence, quoi. Non, voilà, écoutez, le 7ème continent, Norman Django, si c'est votre truc, c'est les techno-thrillers, tout simplement, il y a un nom pour ça. C'est complètement votre... ça peut vraiment beaucoup vous plaire. J'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, je me suis renseigné un peu. Norman Django, il a un groupe groupe de musique. Et ce qu'ils font, c'est pas mal du tout. J'ai oublié leur nom, c'est un peu dommage. Je me renseignerai pour retrouver leur nom, mais je me souviens avoir écouté 2-3 trucs et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Livre suivant, Le cycle d'Astralis, tome 1, adapté, de Mati Madiel. J'ai hésité parce que adapté est écrit en beaucoup plus gros que le cycle d'Astralis. Alors heureusement qu'il a écrit le cycle, parce que ça me permet de savoir que c'est ça le nom de la saga, j'imagine, parce que sinon vraiment ça fait adapté tome 1, le cycle d'Astralis. Bref, petit détail sur mais c'est important, le paratexte. Ah oui, en plus la police d'écriture n'est pas très bien choisie. Je vous lis le 4ème de couverture. Julia, Steven et Ilsa, je pense, une traductrice, un jardinier et la représentante de l'Irlande à l'ONU, désormais gouvernement planétaire. Pas les trois, hein, le gouvernement de l'ONU. L'ONU, pardon. Ils sont amis depuis l'enfance et s'apprêtent à partir pour une expérience exceptionnelle de point les terriens quittent leur planète bleue, rendue inhabitable par les catastrophes naturelles. Une faille spatio-temporelle s'est ouverte, donnant accès à Astralis, un haut royaume utopique. Les habitants les accueillent chaleureusement, le ciel semble sans nuages pour une fois dans l'histoire de l'humanité, mais entre complots politiques et découvertes surprenantes, les trois amis vont bientôt voir le rêve s'ébranler, menacé par d'étranges phénomènes. Pas de suspense, je lui ai mis un D, je suis vraiment pas rentré dedans, il fait partie des romans auxquels j'ai accordé que 2 heures, et j'ai écrit dès le début 2 phrases et on devine déjà les problèmes qu'on va rencontrer. On est censé avoir un courrier de l'ONU. Vous me dites si vous avez l'impression d'entendre un courrier de l'ONU. Communiqué de l'ONU aux habitants de la Terre. Chers citoyens du monde, nous vous informons que le 26 de ce mois, nous partirons tous vers Astralis. En effet, au cours des siècles passés, les ressources de notre planète se sont épuisées, mais grâce au traité signé avec le haut roi Emery, au terme de fructueuses négociations, les Astralisiens nous autorisent à venir vivre sur leur terre. Vous êtes priés de vous rendre dès que possible au bureau d'information mis en place dans toutes les villes déclarées. Là-bas, vous connaîtrez la faille spatio-temporelle maintenue ouverte la plus proche de votre domicile. Vous devrez vous rendre à la place que l'on vous indiquera dans la navette de transit. Assurez-vous que toute votre famille, vos amis, vos voisins soient recensés. Il n'y aura pas de voyage retour. Pour la sécurité de tous les passages seront refermés dès que le dernier sera passé. Je finis le passage sur l'ONU, mais bon, je pense que vous avez déjà compris qu'il y a un problème. Aussi, aidez vos concitoyens en signalant toute personne qui ne se serait pas manifestée. Nous vous demandons de n'emporter que le strict nécessaire, soit une valise par personne. Tout ce dont vous aurez besoin vous sera fourni à l'arrivée. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Il n'y a rien qui sonne communiqué de l'ONU là-dedans. Quand tu lis un courrier administratif, ça n'a pas ce ton-là. Quand tu entends un discours de Macron, ça n'a pas ce ton-là. Donc que ce soit politique ou administratif, ça colle pas. Nous vous informons que le 26 de ce mois, pourquoi pas préciser le mois, nous partirons tous vers Astralis. Nous partirons tous. Ça fait plus courrier de... J'allais dire courrier de l'école, mais non, parce que l'école, ça s'adresserait aux parents, et du coup, ça serait pas ce ton-là non plus. Qui dirait nous partirons tous vers Astralis? Ça fait, on est à peu près au même niveau, sociétal et enfin hiérarchique dans la société, j'ai envie de dire. C'est pas le bon terme, mais bon, on se comprend, je pense. C'est trop informel. C'est trop. Allez, on va tous partir. Un bagage par personne. C'est pas à eux de dire ça. En plus, enfin, tu vois, il y a plusieurs. Et cette erreur de ton, on la trouve absolument tout le temps. Il y a vraiment beaucoup de défauts, très récurrents dans les romans de jeunes auteurs. J'en ai noté quelques-uns dans mes notes, parce que je note dans mes notes, ça c'est génial, tu vois. Les personnages parlent comme des adolescents. Mon problème avec ce roman, ce qui m'a énormément frustré, c'est que j'avais pratiquement un reproche par page à faire. Et c'est pas vraiment ça la critique. La critique, c'est que quand je regarde les remerciements, je vois qu'il y a eu énormément de bêta-lecteurs et je me dis, est-ce qu'ils t'ont dit des trucs, est-ce qu'ils t'ont guidé, quoi? Parce que je me dis, comment ça a pu passer? Il y a des trucs, ça peut ne pas être au goût de tout le monde, je comprends. Mais il y a, par exemple, je sais plus quelle page, page 58, il va te falloir une bonne douche, évalue à Julia en évaluant les dégâts. Je me dis, comment
Comment ça a pu passer par autant de bêta-lecteurs et personne ne t'a dit « Hey, t'as mis 2 fois évalué en 4 mots, là ». À un moment donné, elle apprend ce que c'est le symbole de la capitale d'Astrélis, je crois, juste après avoir dit qu'elle avait passé des semaines et des semaines à lire énormément de renseignements sur... à lire énormément de documents sur Astrélis. Comment elle peut ignorer ce qui est le symbole de la capitale? Mais il y a plein de trucs comme ça. Elle découvre que les Astrélis, j'ai noté, les Astréliens ont des super pouvoirs, et c'est censé être un secret, et du coup j'ai 3 problèmes. Si c'est censé être un secret, pourquoi est-ce que le prince qu'elle rencontre lui en parle? Alors son pouvoir c'est de lire dans les pensées, elle s'est doutée qu'il savait lire dans les pensées parce qu'il a deviné son âge. C'est-à-dire, littéralement, le dialogue c'est... Attendez, bougez pas, je vais juste vous lire le dialogue. Voilà, alors elle est en train de tomber amoureuse, on va parler de ça parce que ça m'a... Donc Julia est en plein dialogue avec son prince de Méburn. Parce que il m'a tellement saoulé ce personnage. Mademoiselle, nous avons beaucoup parlé de nos peuples, mais il me semble plus intéressant de faire de même avec nous. Elle s'arrêta elle aussi un peu surprise. Pourquoi elle? Qu'y avait-il de si intéressant à connaître? Cependant, Julia haussa les épaules en tâchant de trouver quelque chose à dire. C'est une question que je me suis posée aussi, Julia. Pourquoi le haut prince s'intéresse à la traductrice de l'ONU alors que l'humanité vient de débarquer sur sa planète? Il a autre chose à foutre, quoi. Mais non, il est très intéressé par Julia. Et tout le monde est très intéressé par Julia. Si vous voulez, voyons voir, je suis née à Boston, je travaille pour l'ONU depuis 6 ans en tant que traductrice. Votre âge? Il lui demande comme ça, quoi. Votre âge? On ne demande pas son âge à une dame, s'offusqua-t-elle en affichant un air faussement choqué. Je vais deviner, alors. Julia se montra un moment suspicieuse, mais elle se laissa prendre au jeu, après tout, cela ne lui coûtait rien. Très bien. Alors, je crois que c'est elle qui répond. Très bien, entre 20 et 30 ans. Il répond 25... Et elle se retourna vers lui, les yeux écarquillés. Il n'avait pas pu trouver si facilement. Ses pupilles rieuses accusaient une astuce. La curiosité de Julia la poussa à l'interpeller. « Comment avez-vous pu répondre aussi vite ?» Simple intuition et une pincée de logique. « Non, il y a autre chose. Je vois qu'il y a autre chose. Dites-moi, s'il vous plaît, lui demanda-t-elle, le regard brûlant de questions. Le regard brûlant de questions, tu vois, ça va pas, ça. Et surtout, elle devine qu'il peut lire dans les pensées parce qu'il a deviné son âge. C'est super léger, quoi. Et un autre défaut qui revient très souvent dans vos romans, les personnages, les dialogues des personnages sont... je suis vraiment désolé, je me sens pas bien du tout de faire autant de reproches à ton roman, j'aime pas ça du tout. J'essaie de faire en sorte que ça soit constructif, j'essaie d'expliquer pourquoi ça marche pas, plutôt que de juste dire ça marche pas. Un autre défaut qu'ont souvent vos romans, c'est que les personnages parlent comme des extraterrestres qui essayent d'imiter le langage humain. Genre, par exemple, pareil, je vais chercher un passage. En plus, tous les personnages à Astrélis sont des hauts rois, des hautes reines, des princesses, des ducs, des machins. J'étais complètement perdu au niveau des personnages. Mais tous s'intéressent très très fort à Julia. D'avance, je suis désolé. Je suis désolé de citer des passages. Je pense que ça doit être un peu éprouvant pour toi. Parce que si je paraphrase, ça passera pas aussi bien. Je pourrais paraphraser, mais vu que c'est des problèmes de ton, vu que c'est des problèmes dans l'écriture, il faut que je cite. Ça me semble important. Donc oui, ils étaient en train de parler du fait qu'à Astrélis, ils ont qu'une seule langue. Ils ont qu'un seul langage, parce que nous aussi, on n'a qu'une seule langue. Hein. Nous aussi, si on veut, voilà. Non, ils ont qu'un seul langage à Astrélis, et du coup, ils étaient en train de parler de ça. Mais revenons à notre discussion. Ce sera plus réjouissant. Pour ce qui est de la langue, nous avons fait sans la tour de Babel, nous avons préféré rester à un parler universel. Elle hésita un moment, mais ce discours lui rappelait trop celui de Steven, aussi elle ne put réprimer un sourire. Très drôle. Je me targue d'avoir un excellent humour. Je vous le confirme. 1. Non, c'était pas drôle. C'était même pas une blague. 2. Quelqu'un qui fait une blague, tu vas lui dire très drôle. Est-ce que lui répondra « Je me targue d'avoir un excellent humour » Et est-ce que à ça tu répondras « Je vous le confirme » Et juste après... ils sont en train de parler de l'emblème... c'est l'emblème de votre royaume. Ô royaume. Évitez la confusion, car quand les rois et reines viendront au palais, il ne faudra pas se tromper. Vous savez, les royaumes qui composent notre terre ont eux aussi leur drapeau. Mais notre pays tout entier a décidé de se mettre sous la protection de ces magnifiques fleurs. Alors c'est pour ça que la plupart des robes que portent ces dames ce soir n'ont qu'une variété de 6 couleurs. Enix sourit, Enix est le prince. Peut-être vais-je avoir de la concurrence en matière d'humour. J'ai eu un excellent professeur, argua Julia. Mon ami Steven a pour réputation d'être un joyeux luron. Ça marche pas. Ils sont hyper guindés. Ils sont beaucoup trop sur la retenue, ils se parlent comme s'ils avaient... Voilà, comme des extraterrestres qui apprennent le langage humain. Et en plus, pendant le temps que j'ai lu ton roman, je pouvais pas m'empêcher de me dire, attends, mais il y a 7 milliards d'êtres humains, ils sont plus nombreux. Il y a des milliards d'êtres humains qui sont arrivés, et nous, on suit Julia qui est en train de découvrir le monde, qui est en train de s'extasier devant un hamburger,
qui est en train de... Ouais, tiens, le passage sur le hamburger. Ça, pour moi, c'est pas un défaut. Ça, c'est juste que le truc est pas pour moi. C'est-à-dire, on suit l'histoire d'amour de la seule traductrice de l'ONU, alors que l'humanité débarque sur une autre planète. Pour moi, c'est en plus le coup du représentant américain à l'ONU qui est très très méchant. C'est pas super subtil. Je vais vous lire le passage là aussi. Bon sang, qu'est-ce que c'est bon? Ilsa enfonce très rapidement les dernières bouchées de l'espèce de hamburger qu'elle avait commandé. Julia et Serafina, c'est une Astrésienne, la regardent avec amusement. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu dois manger pour deux, fit remarquer son ami. Peut-être, mais je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. C'est pourtant assez commun ici, c'est un peu comme vos fast-food sur Terre, compara Serafina. Julia pouffa. Elles étaient belles, les représentantes terriennes et la princesse iréenne dans un fast-food, mais quelque part cette simplicité, elle commençait à y être habituée et c'était loin d'être désagréable. Mais c'est vrai que ces goûts nous sont inconnus, souligna Julia, en sirotant une boisson de couleur bleu turquoise. Cette viande a juste une vague saveur de poulet. Poulet on peut m'éclairer s'interloqua Serafina en fronçant les sourcils. C'est un oiseau, enfin, il ne vole pas, mais il a des plumes, et un cri bien strident, spécifia Julia en tentant d'être claire. Quel représentant de l'ONU parle comme ça? Les poulets sont des animaux qu'on élève en batterie dans un but de nourriture pour les humains. C'est un oiseau, il a des plumes, mais il vole pas, il a un cri bien strident. Un enfant te décrit un poulet comme ça. Et en plus, et ça pareil, comment ce livre peut avoir autant de bêta-lecteurs? Elle sait ce que c'est un fast-food, elle sait pas ce que c'est que du poulet. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis désolé, je suis vraiment très mal à l'aise en disant autant de mal de ton roman. Juste, ça donne vraiment l'impression d'être un premier jet. J'espère que c'en est un ou que ça a été vraiment très peu remanié parce que ça donne vraiment cette impression-là. Ça donne vraiment l'impression que t'es passé à côté de beaucoup de maladresse. Et un premier jet, c'est normal qu'il soit pas bon. Tous les premiers jets sont mauvais. En soi, l'histoire pourrait être assez charmante si elle était remaniée. C'est-à-dire... Voilà, la traductrice de l'ONU arrive sur une autre planète, elle tombe sur le haut prince et il tombe très amoureux et voilà. Ça pourrait être une belle histoire. Mais dans un univers cohérent, j'ai envie de dire, dans un univers où toute la royauté du monde est pas occupée à faire des promenades dans le jardin avec Julia, il y a une phrase qui m'a fait dire mais c'est pas possible que tant de bêta-lecteurs ont lu cette phrase sans te dire attends, il y a un problème, ça... C'est super alambiqué comme phrase. Elle était en train de voler sur globalement un griffon. Le griffon est touché par une pierre et elle tombe. Après une ultime tentative de virage avorté, Safiana, c'est le nom du griffon, s'écrasa lourdement sur la rive du lac et sa cavalière poussa un hurlement juste avant d'être projetée contre un arbre avec toute la violence d'un choc frontal. Son corps retomba percutant douloureusement le sol. Et alors cette phrase-là, ce fut la tête qui sembla prendre le plus au vu de la capacité de réflexion réduite de sa propriétaire à cet instant. C'est presque une phrase que je pourrais mettre dans une vidéo pour rire. Elle tomba sur la tête et se heurta et la propriétaire de ladite tête... Non, parce que c'est difficile d'être aussi alambiqué que ça. Ce fut la tête qui sembla prendre le plus au vu de la capacité de réflexion réduite de sa propriétaire, donc de la propriétaire de ladite tête à cet instant. Tu vois, ça manque de travail. En fait, c'est surtout ça manque de travail. C'est pas mauvais parce que c'est pas bien écrit, c'est mauvais parce que ça a pas été... retravailler. Je pense que c'est ça. Maintenant, je pense que l'histoire peut fonctionner, je pense que t'as eu une bonne idée. C'est le tome 1, donc peut-être que tu... Remarque, j'allais dire peut-être que t'as eu des retours qui t'ont fait progresser dans le tome 2. J'espère que tu peux bénéficier de retours qui sont plus fructueux que ceux que t'as eu jusque-là. Parce que là, en l'état, ça donne vraiment l'impression que soit personne t'a donné de conseils, soit on t'a donné des conseils, mais tu les as ignorés. Maintenant, toujours pareil, c'est bien d'être allé au bout, mais là, tu vois, t'as édité le livre, t'as publié le livre trop tôt, je pense, dans ton processus d'écriture. Voilà, j'espère vraiment que tu prends pas trop mal ce que je dis, c'est vraiment dans le but de t'éclairer sur les points sur lesquels tu peux progresser. Et la question de la chronologie, la question de à quel moment on peut publier un livre, parce qu'on peut toujours retravailler une œuvre. Mais il y a un moment où c'est bon. Et toi, je pense que t'as publié ton livre trop tôt, dans la conception de ce que tu voulais faire. Et l'appeler tome 1, vous savez que j'ai un problème avec les tomes 1, mais tu vois, tome 1, ça veut dire, je vais en écrire 50 des comme ça, finis le tome 1 déjà, finis cette histoire. Je donne toujours l'exemple de Harry Potter à l'école des sorciers. Cette histoire-là, Harry Potter à l'école des sorciers, elle était finie. Ça pouvait donner lieu à une saga, ça pouvait s'arrêter au premier, l'histoire est finie. L'histoire est finie. Il a vaincu le professeur Quirrell, qui était l'hôte du grand méchant Voldemort, voilà. Ça pouvait être une conclusion. C'était une conclusion. Je savais que ce serait pas facile à faire comme vidéo. J'enchaîne. La patiente de 17h de Stéphane Ruzinek. Je vous lis le 4e de couverture. Le psy était presque parfait. Une séance d'enfer avec une patiente intraitable.
Et donc il y a un extrait après. Alors je vous raconte, pourquoi pas, puisque vous semblez y tenir, je vais tâcher de ne pas vous interrompre, mais je ne vous promets rien, selon ce que vous allez me dire, je devrais peut-être réagir. Ne vous inquiétez pas, je n'ai tué personne, je n'ai commis aucun délit, je n'ai rien fait de mal. C'est juste que je suis mal, que je me sens mal et que je veux parler. Mon histoire est banale en un sens, je pense que vous allez même la trouver nulle, car un psy comme vous doit en entendre de toutes les couleurs, et j'ai vraiment besoin que vous compreniez comment je suis devenue prête à tout pour l'homme que j'aime, et ce n'est pas facile pour moi à l'expliquer, parce que je suis lesbienne. Stéphane Ruzinek est un psychologue clinicien et professeur de psychologie à l'Université de Lille, spécialiste des thérapies comportementales et cognitives. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages scientifiques, notamment sur les émotions. Ce livre-là, je lui ai mis un B, et il me faisait peur à la base. J'avais peur que ça soit trop désinvolte, dès l'avertissement au début. Avertissement, l'auteur de ce livre tient à préciser d'emblée quelques points. Premièrement, ce récit fictionnalise des faits qui se sont réellement déroulés dans son cabinet de psy. Par conséquent, toute ressemblance avec des situations réelles, des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être complètement fortuite. Deuxièmement, aucun animal n'a été maltraité durant l'écriture de ce livre. Troisièmement, cet écrit est plein de conflits d'intérêts dont l'auteur se fiche en grande partie, voire totalement. Quatrièmement, et ça on s'en fout du quatrièmement, je me suis dit... C'est-à-dire, le secret professionnel, aucune importance, dira-t-on. Et moralement, j'avais beaucoup de mal à me situer par rapport à ça. Après, il explique qu'il a un certain statut au niveau du secret professionnel et que du coup, c'est pas trahir le secret professionnel ce qu'il fait. Enfin voilà, c'est ni illégal ni vraiment immoral. Et surtout, il est pas en mode une blague toutes les deux lignes. Il est juste il essaye d'attirer la sympathie avec des blagues un peu lourdingues de temps en temps. Mais ça pollue pas la lecture, au contraire, ça aère la lecture. Parce que c'est des blagues lourdingues qui arrivent à des moments adéquats, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ça raconte l'histoire de ce psy qui reçoit une femme, et le roman, c'est pratiquement la séance. Il y a beaucoup de suspense, parce que plus elle déballe, plus tu te dis, attends, il y a un truc qui cloche. Parce que c'est raconté du point de vue du psy, et du coup, lui est en train de remarquer qu'il y a un truc qui cloche, et du coup, nous on se dit, non, mais oui, il y a un truc qui cloche, oui. Et c'est entrecoupé de flashbacks, de conférences qu'il a faites, qui nous expliquent, ça c'est malin, les flashbacks sont en lien avec ce qu'il est en train de vivre dans la consultation, genre... que faire si votre patient... que faire si un... Alors, il dit pas patient, il dit client, je crois. Vous dit ça, ou peut-être qu'il dit patient, je sais pas. Enfin bref, le suspense est très efficace. On rentre dedans. Il y a très peu de personnages, donc ça fonctionne très bien. C'est astucieusement écrit et agencé. Je vous le conseille. Il est bien. La patiente de 17 heures de Stéphane Ruzinek. Des fois, ça va beaucoup plus vite. Des fois, ça va un peu moins vite. La Terre des héros, tome 1, évidemment, héritage d'Amélie Hanser. Je crois que ça se prononce Hanser. Elle m'a dit comment on prononce son nom, je l'ai oublié. C'est l'histoire d'Aleia, une jeune fille de 17 ans qui se réveille dans un autre monde après avoir touché un objet étrange. C'est aussi celle d'un roi assassiné par son frère jumeau. Ses souvenirs ressurgissent en Aleia grâce à son médaillon. Aleia en apprend alors davantage sur cette terre peuplée par les descendants de héros anciens, mais également sur ses origines. Tous voient en elle celle qui s'opposera au roi fratricide. Elle devra alors, si elle accepte ce rôle, entreprendre avec ses nouveaux amis une quête qui la fera parcourir ce nouveau monde inconnu et découvrir ses secrets et ses énigmes. Je crois que je lui ai mis C-, je vérifie, c'est ça, c'est la note que je lui ai mise. J'aime beaucoup ma première note. Avant même de commencer, tous mes voyants sont au rouge. Le tome 1. Voilà. D'emblée, tome 1, ça veut dire... Mon univers est si vaste qu'il ne tiendra jamais en un volume. Donc, tome 1, le titre principal et le titre particulier sont très généraux. L'univers, tome 1, les peuples. C'est... voilà. Le nom de la protagoniste qui ressemble au nom de l'auteur, donc on a une héroïne qui s'appelle Aleia, l'auteur s'appelle Amélie. Les marqueurs par défaut de la fantaisie, donc la quête, la royauté, l'objet magique, les amis. À chaque fois que dans le 4e de couverture, il y a lui et ses amis, je veux dire. Le monde inconnu, etc. La protagoniste est une adolescente. J'espère une bonne surprise, évidemment, mais le paratexte ne m'annonce rien de bon. Le paratexte, c'est hyper important quand vous publiez un livre. Et alors, ce roman-là, il a une grosse particularité, c'est que il y a une vraie évolution entre le début du roman et la fin du roman. Je pense que l'auteur a passé beaucoup de temps dessus, parce qu'il y a une nette évolution dans l'adresse, j'ai envie de dire, d'écriture, entre le début et la fin du roman. Le problème, c'est qu'à la fin du roman, en fait, c'est le début du roman qui est important. Parce que tu rentres dedans, tu découvres les personnages, tu t'intéresses aux personnages, tu t'investis émotionnellement dans ce qui leur arrive. Et si à la fin du roman c'est mieux écrit, bah oui, mais t'es piégé avec des personnages dont tu te fous un peu, quoi. Et c'est un peu dommage. En plus, c'est pas si mal écrit que ça.
C'est vraiment juste. C'est pas une question de mal écrit, c'est vraiment une question de manque d'assurance dans l'écriture. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a un défaut qui a rapport avec ce manque d'assurance, mais c'est un défaut qui revient dans beaucoup de romans aussi. Tu choisis pas le point de vue de ta narration. Et ça, c'est le genre de défaut qui est fourbe, parce que tu le remarques pas spécialement, mais qui te flingue l'immersion du lecteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un narrateur omniscient ou est-ce qu'on est à la place du personnage? Donc, au début, elle touche un objet magique, elle se retrouve transportée dans un monde fantastique. Donc nous, on sait qu'elle a voyagé dans un univers fantastique. D'ailleurs, à mon avis, le voyage se fait beaucoup trop tôt. Écoutez, j'ai une note là, j'ai une très longue note dans mes notes mais qu'est-ce que j'ai qui décrit très très bien ce que je veux, là où je veux en venir. J'ai mis un moment à cerner d'où venait ce sentiment de maladresse que m'inspirant l'écriture. Ok, je sais plus écrire. Ça m'est venu en lisant. Il n'était pas désagréable à voir, en parlant d'un jeune homme qui était là. Aléa vient de se réveiller dans un monde qui n'est pas le sien. Et à ce moment-là, elle en a conscience. Elle devrait pas être en train de se dire ça. Elle devrait pas en train d'être de se dire cet inconnu n'est pas désagréable à regarder. Alors je me suis dit, peut-être que c'est le point de vue omniscient du narrateur. Mais le narrateur ne devrait pas estimer l'aspect des personnages. On n'imagine pas un narrateur omniscient dire... que le premier truc que le narrateur te dira d'un personnage, c'est il n'est pas désagréable à voir. Surtout dans ce contexte. Dans ce contexte de Aléa vient d'arriver dans un nouveau monde, elle est complètement perdue. Ses repères ont valsé, enfin voilà. Et j'ai continué, et ça fait plusieurs fois que je me dis inconsciemment, attends, j'ai le point de vue de qui là? Parce que genre, page 20, elle arrive sur une plage, elle a écrit « Un endroit jugé paradisiaque habituellement, mais en l'occurrence, elle n'était pas de cet avis. » Ce qui est normal, elle vient de débarquer dans un autre monde, elle arrive sur une plage, elle va pas se dire « Mon Dieu, quelle belle plage !» Mais j'ai écrit « Jugé paradisiaque par qui ?» Par elle, parce qu'à ce moment-là, un endroit qu'elle aurait jugé paradisiaque habituellement aurait été moins maladroit. Ou alors que n'importe qui aurait jugé paradisiaque, et alors un endroit que n'importe qui aurait jugé paradisiaque, mais pas elle, pas maintenant. Là, on a son point de vue intérieur, de la panique, de l'instinct, pas de périphrase, genre, en l'occurrence, elle n'était pas de cet avis. C'est pas comme ça qu'elle va penser à ce moment-là. Autre exemple, page 19, elle s'étira, satisfaite d'avoir aussi bien dormi, et ce, malgré cet étrange rêve qui l'avait agité. Ok, donc on a son point de vue à elle, parce que le narrateur et le lecteur savent que c'était pas un rêve. Là, tu nous dis, elle a trouvé son rêve étrange, mais elle est contente de se réveiller. Ok, donc là, on est dans son point de vue. Il y a qu'elle pour croire que c'était un rêve. Ça, c'est chouette, c'est logique. Et j'écris. C'est ce qu'elle se dirait. Littéralement, 3 phrases plus loin, un rideau se trouvait à proximité et la cachait du reste de la hutte. Elle sait qu'elle est dans une hutte maintenant? Je vais lire ce passage-là, ça va être plus... Aléa sentit la chaude lumière lui caresser le visage. Ok, elle s'étira, satisfaite d'avoir aussi bien dormi, et ce, malgré cet étrange rêve qui l'avait agité. Donc, on a le point de vue d'Aléa. On est de son point de vue. Elle ouvrit les yeux et se redressa, persuadée d'être dans sa chambre. Là déjà, soit on a le point de vue un point de vue de narrateur omniscient et on sait qu'elle y est pas, donc... Enfin non, on a déjà changé de point de vue là. Parce que là, on a le point de vue du narrateur. Elle est pas persuadée d'être dans sa chambre. Elle est dans sa chambre. Dans son point de vue, elle n'est pas persuadée d'être dans sa chambre. Tu vois la nuance? Elle resta un moment interdite, tandis qu'elle regardait autour d'elle. Un rideau se trouvait à proximité et la cachait du reste de la hutte. Donc là, je me dis, attends. Comment elle sait qu'elle est dans une hutte si... Enfin voilà. Là, je suis perdu au niveau des... je suis perdu au niveau du point de vue. Je suis perdu au niveau de ce qu'elle sait, ce qu'elle sait pas. Et juste après, donc ça, un rideau se trouvait à proximité et la cachait du reste de la hutte. De ce prétendu monde, elle ne connaissait que cette couche. Qui a prétendu que c'était un autre monde? Le narrateur n'a jamais prétendu ça. Elle vient de se réveiller, elle pense qu'elle est dans sa chambre. Elle voit juste un rideau qui devrait pas être là. C'est super maladroit. Mais tout vient d'un manque de confiance. Tout vient d'un... Je vais utiliser une périphrase pour que ça rentre bien. Il y a une qualité que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est le fait que ce monde-là, cet autre monde, j'ai oublié comment s'appelle cet autre monde, mais j'aime beaucoup le fait que dans cet autre monde, il y ait un mélange de différentes mythologies de notre monde à nous, parce que plusieurs personnes à travers les âges ont voyagé vers ce monde-là et du coup ont apporté leur culture, et du coup Aléa découvre des marqueurs de différentes mythologies. Ça, j'ai trouvé ça très inventif et assez bien fait. J'ai vu sur Babelio que les critiques étaient très bonnes, donc c'est assez rassurant. J'ai vu aussi que les critiques du tome 2 sont bonnes. Ça confirme l'impression que j'ai, c'est que tu t'es déjà amélioré en fait. Ce que je dis de toi maintenant, ça reflète pas ton niveau actuel, je pense pas. Donc c'est super. Ça doit être super embarrassant pour presque tous les viewers de cette vidéo, parce que je tutoie mon interlocuteur alors que ça concerne pas
99,9% d'entre vous. Mais bon, je pense que vous savez, voilà, vous savez à qui je parle. Un autre truc de manque d'assurance, mettre des trucs en verre, c'est bien, mais pas en faux verre. Pas en verre à peu près, quoi. Contrairement à ce que j'ai laissé penser dans une autre émission, j'ai rien contre les rimes approximatives, vraiment ça me pose absolument aucun problème. Le rythme approximatif, le nombre de pieds approximatif, ça casse tout, quoi. C'est la différence entre un texte qui est beau et la poésie d'un enfant, quoi. Ça donne pas le côté épique que je pense que tu voulais insuffler à ton... C'est une bonne idée, mais c'est pas... mais c'est mal fait. C'est mal fait. On a aussi un problème de caractérisation de la protagoniste. Donc elle apprend qu'elle a une quête. Sa quête d'ailleurs, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'il se laisse porter par le vent. Hein. Elle apprend qu'elle a une quête, elle dit d'accord, j'y vais. Et elle y va. On sait pas où, on sait pas vers où elle va, mais elle va vers la quête. D'ailleurs, souvent, elle se fait capturer et du coup... Enfin, tous les trucs qui lui arrivent, c'est vraiment des trucs qui lui arrivent, pas qu'elle a provoqué, pas parce qu'elle va dans un endroit, pas parce que... Non, c'est... bah voilà, ça lui arrive. À la fin, c'est pratiquement comique, parce qu'elle découvre qu'elle peut qu'elle peut communiquer avec les rêves, avec ses rêves, et à chaque fois qu'ils sont à une étape de leur parcours, de leur quête, ils sont en mode bon bah on va la droguer, elle va dormir, et puis elle nous dira où est-ce qu'il faudra qu'on aille. Et ça arrive 3 ou 4 fois à la fin. Et bon... Vas-y, drogue-la, puis comme ça, on saura où faut aller ensuite. Donc ouais, je disais, problème de caractérisation de personnage, voilà. Quarei, son compagnon, lui dit « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il. Aleia se rendit compte qu'il avait finalement grand besoin de s'épancher et que sa recherche de solitude ne portait pas du tout ses fruits, alors elle commença à parler. « Si ça va ? Non, bien sûr que non. Tout ce que je croyais savoir de ma vie, de mon enfance, mon identité, en somme, eh bien tout est faux. Mon père n'est pas mort dans un accident de la route avec son frère adoré. Non, en fait, mon oncle a tué mon père. Tout le monde, c'est-à-dire des gens que je connais à peine, voire pas du tout, compte sur moi pour mener un coup d'état afin de rétablir le royaume de mon père et détruire mon oncle. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de venger mon père, mais de là à renverser un dirigeant. Et puis le pire dans l'histoire, c'est que j'ai appris que le monde que je connais, dans lequel j'ai grandi, n'est pas celui d'où je viens. Au départ, je pensais que je me trouvais dans un rêve, mais je ne me réveille pas. Je ne suis plus sûr que cela en soit un d'ailleurs. J'ai perdu tous mes repères et ma mère me manque. Et gna 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 gna. Elle est... bon, elle est un peu... Moi aussi, ce que j'ai écrit dans mes notes, moi aussi je réagirais sûrement comme ça, mais je serais pas un personnage très intéressant, quoi. Et là, elle est vraiment en mode... J'ai une quête, j'ai pas envie, moi j'ai demandé à personne. Et la page d'après, mais vraiment, je viens de finir ce passage-là, je vous lis ce passage-là. Je me disais qu'un jour, moi aussi, on me demanderait de faire preuve d'un courage dont je n'aurais jamais supposé la force. Alors je me plongeais dans les livres, dans ces histoires qui vous font voyager et vivre des aventures fabuleuses, où le personnage se révèle et surmonte tout. Je désirais tellement vivre cela, et voilà qu'aujourd'hui je suis en plein dedans. Ma réaction, baisser les bras et vouloir revenir à mon petit confort de jeune fille anonyme qui passera sa vie à chercher sa place, une raison valable d'être là sans jamais vraiment la trouver. Alors au nom de ces années de souffrance à m'interroger sur mon identité réelle et sur ce que je ferai, je vais remplir cette quête. Qu'importe si je dois en périr, il vaut mieux vivre intensément, mais sûrement, qu'errer éternellement. J'ai horreur des indécis qui attendent simplement que la vie passe ou qui regrettent que les choses ne soient pas comme ils le désireraient. Je veux être de ceux qui luttent contre les tempêtes pour garder la tête hors de l'eau et ne pas sombrer. J'ai pas envie. Comment j'ai pu me conduire de cette façon? Je suis le héros dont cette terre a besoin. Ça aurait dû être ça. Ça aurait dû être tout le roman. Elle prend conscience que elle a pas envie, mais elle a besoin. C'est en elle, elle a besoin voilà, d'avancer. Mais ce que je disais, les critiques Babelio sont très bonnes, donc ce roman a un public. C'est pas étonnant parce que je te dis, t'as réussi à au moins construire un monde. T'as réussi à au moins construire un univers. Les personnages qui sont à l'intérieur sont pas passionnants, mais l'univers existe. Et c'est déjà pas évident. Et apparemment, t'as vachement progressé depuis... Enfin, ça se constate que t'as progressé entre le début et la fin du roman. Je pense que t'as progressé avant le tome 2. Donc je vais quand même le recommander aux gens qui aiment bien la fantasy d'une façon générale. Ça n'a pas été vraiment pour moi, mais je pense que ça peut trouver un public, sans aucun problème. Carne de Julia Richard. Je vous lis le 4e de couverture. Ok Google, ça correspond à combien de calories un corps humain? Avec un pouce en l'air sectionné, un A sur le Miam Score et pensez au tri. Ensemble, réduisons l'impact de l'homme en le mangeant. C'est écrit ici. Simon ne va pas bien.
D'ailleurs, depuis qu'il s'est mis à vouloir manger de l'humain, les choses ne tournent pas bien rond dans sa tête. Face à une société qui les traite, lui et ses congénères, comme des zombies, il fait de son mieux pour garder sa dignité, s'occuper de sa famille et être professionnel au bureau. Mais comment rester soi-même quand la faim frappe à la porte avec autant de délicatesse qu'un tank sur un champ de mine? Contraint à gérer son état parasite en maintenant l'illusion de la routine, il décide d'en faire une histoire de famille, et vous savez ce qu'on dit sur les histoires de famille, c'est toujours un sacré bordel. Et si on... Je paraphrase rien du tout. Et si on avait une bonne excuse pour croire à une apocalypse zombie, comment réagiraient les populations, les gouvernements, quel impact auraient nos médias, comment pourrions-nous être sûrs d'être dans le camp des héros, et que feraient ceux à qui on donne le mauvais rôle? La culture de masse nous fait fantasmer les zombies, mais s'ils devenaient notre quotidien, qu'en ferions-nous? Un postulat de départ sombre pour une fable d'anticipation sociale aux notes pop et punk. Très honnêtement, jusque là, ce livre-là, c'est un A, sans aucune hésitation. Ce livre-là, c'est un B+. J'ai été tellement déçu par la fin, mais je vais vous parler de ce que j'ai aimé d'abord. Ce qui fait vraiment beaucoup de bien dans ce roman, et c'est peut-être parce que je l'ai lu juste après La Terre des Héros, et que justement, le défaut du manque de confiance, elle l'a pas. Elle te rentre dans le cul, mais tu prends ou tu prends pas, mais c'est... Bloom. Voilà, il y a énormément de personnalité dans son écriture, et elle est pas désolée, quoi. Elle est pas désolée de te donner sa personnalité très vivante. Dans mes notes de lecture, je compare ça à du Edgar Wright, c'est-à-dire tu sens la patte de l'auteur, mais c'est au service de l'histoire, c'est au service du dynamisme, du fun, ça respire, ça a été très très agréable comme lecture, et en même temps assez ingénieux, avec de très bonnes trouvailles. Genre, les chapitres sont pas rangés dans le bon ordre. On commence avec le chapitre -6, je crois. Ça n'a aucun sens. Non, on commence avec le chapitre -1. Ensuite, on a le chapitre -4, je crois. -5. Ensuite, on a le chapitre -4. Ensuite, on a le chapitre -3. Ensuite, on a le chapitre -6. Et ensuite, on a le chapitre 21. Et ça correspond globalement à la chronologie. Enfin, ça correspond globalement à la chronologie. Les chapitres sont numérotés dans l'ordre chronologique. Donc, du coup, on passe d'une situation à l'autre. On revient vers une situation qu'on connaît déjà. On se demande, mais comment est-ce qu'il en est arrivé là? On est dedans, quoi. On a envie de découvrir. Le suspense est là. Et en plus, le côté irrévérencieux de l'écriture fait que c'est juste agréable de lire un livre qui a autant de personnalité. Parfois, un petit peu trop. Parfois, ça éclipse un peu le propos. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, elle parle d'un film et elle met une note de bas de page. Très bon film, je vous le recommande. Là, trop. Là, ça sort de la narration, c'est pas une bonne idée. Mais en fait, c'est justifié dans le récit. Pourquoi est-ce que la narration est morcelée comme ça? C'est parce que c'est en train de devenir un zombie, tout devient flou dans sa tête, tout devient confus. Et du coup, vu que c'est confus pour lui, c'est confus pour nous aussi. Il y a des personnages qui sont vivants alors qu'on sait qu'ils sont déjà morts. Il y a des événements qui ont eu lieu, des événements qui sont ignorés alors qu'on sait qu'ils ont eu lieu. C'est vraiment très plaisant à lire. J'ai eu l'occasion du coup de parler avec l'auteur parce que j'avais un souci... J'avais vraiment un souci avec la fin, je comprenais vraiment pas la fin. Il y a un décalage de ton monumental avec la fin, parce qu'en fait, pendant tout le roman, on s'attache au personnage. C'est-à-dire qu'il devient un zombie, c'est gore, hein, c'est très gore, et puis en plus, il y a tout un c'est pas un sous-texte, non, il y a tout un arc narratif incestueux avec sa fille. Bref, il vit des trucs très intenses, très glauques, et on finit par s'attacher à lui. On finit par être vraiment en empathie avec lui. Et il y a plusieurs moments où je me disais... Là, j'ai besoin que ça soit sérieux, et c'est là que je comprends pas, parce que l'auteur assume complètement la fin, et ça c'est bien, tant mieux, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énorme différence entre le ton que j'aurais espéré et le ton que j'ai eu, et il y a cette déconnexion. Il y a vraiment le fait que j'ai adoré le roman, jusqu'aux dernières pages, avec quelques petits problèmes de ton très passagers, vraiment très passagers, c'est-à-dire là, il y avait une blague, alors qu'il n'y aurait pas dû y en avoir, toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire là, ça aurait dû être sérieux, et ça n'est pas suffisant. À la fin, où ça devrait être extrêmement sérieux, enfin, d'après moi en tout cas, parce que du coup, je vous dis, si elle l'a fait autrement et qu'elle l'assume, c'est qu'elle voulait le faire autrement, il n'y a pas aucun problème. Et apparemment, en plus, ça a plu à une partie de son public, tant mieux. Pour moi, on était sur quelque chose de gravissime à la fin, on était sur quelque chose de l'ordre de la destruction intime, quoi, de la déconstruction de la personnalité de quelqu'un. Et elle est partie en mode à l'opposé, en fait, de ce à quoi je m'attendais. À l'opposé de ce dont je pense du ton qu'il aurait fallu, je pense, adopter.
C'est-à-dire, elle est partie en mode full caricature, on va rigoler, on va faire des blagues, on va prendre plein de recul, on en a rien à foutre, moi sur le coup, je l'ai vraiment mal vécu. Je me suis dit, c'est pas juste de nous faire ça, on s'est hyper investi, on a passé un excellent moment à lire tout le livre, et à la fin, j'avais vraiment l'impression qu'on me crachait à la gueule parce que j'avais aimé le livre. Tu me diras, je suis fan de la WWE, j'ai hâte qu'on me crache à la gueule pour aimer un contenu, mais que les producteurs du contenu en question me crachent à la gueule parce que j'aime leur contenu. Et c'est vraiment une question de point de vue, quoi, parce que c'est pas... Elle m'a expliqué comment elle a conçu la fin, je comprends, mais je peux pas m'empêcher d'être déçu, quoi. Je peux pas m'empêcher de me dire, j'aurais pas voulu que ça termine... C'est pas une question de narration, c'est pas une question que j'aurais voulu que ça termine bien ou mal, c'est que j'aurais voulu que ça termine sérieux. J'aurais voulu qu'on respecte le fait que j'ai été impliqué émotionnellement dans l'histoire. Et l'auteur est parti sur une voie complètement différente. Voilà. Mais franchement, je parle beaucoup trop de la fin. Si vous lisez jusqu'au chapitre 42, c'est un livre très rock'n'roll, très, j'ai envie de dire pop, punk, geek, enfin voilà, très, on va dire disruptif, j'en sais rien, j'ai pas le bon mot, très trash, et qui est pas désolé, quoi. Et qui assume le côté... Enfin, c'est un vrai plaisir. Ça a été un vrai plaisir à lire. Je peux pas le conseiller à tout le monde parce que c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mais si vous aimez vos livres avec beaucoup de personnalité, ça peut vraiment vous plaire. Ça a été un petit coup de cœur. Je vais voir ce qu'elle a fait d'autre. Mais ouais, la fin, quoi. La fin. Et la fin me fait dire que j'ai pas aimé le livre pour les bonnes raisons, si on n'est pas d'accord sur le... Enfin bon. Mais ça, c'est une question de point de vue. Les belles nuits d'Andy Dolin. Je vous lis le quatrième de couverture toujours. Julia mène... Et c'est pas... Si, c'est la deuxième Julia qu'on a, super. Julia mène une existence précaire dans les rues italiennes où elle évolue librement, loin de sa France natale. Au détour d'un événement périlleux, elle vient de se rapprocher d'un homme qui la fait rêver depuis longtemps, mais dont les sphères semblent bien éloignées des siennes. Une relation tissée de mensonges et de faux semblants prend forme sous nos yeux et ceux de l'héroïne qui, impuissante face à ses propres choix, perd lentement pied dans toutes ces réalités contrefaites. CES, dans toutes ces réalités-là contrefaites. Andy Dolin manie la plume depuis la tendre période de l'école primaire, elle a affûté son regard sur l'autre durant ses voyages et a trouvé matière à approfondir la psyché de ses personnages. Elle nous les dépeint aujourd'hui tout entier avec leurs failles et leurs éclairs de lucidité. Trêve de suspense, nous avons un A dans les mains. C'est pas passé très loin du A+. C'est vraiment pas passé loin du A+. C'est juste un peu maladroit. Un tout petit peu maladroit. Mais il y a un moment, il faut que je sois honnête avec ce que je ressens à la fin du roman. J'étais mal, parce que ça finit pas bien. J'avais envie de pleurer, quoi. Mais vraiment, j'avais la nausée tellement j'étais pas bien. Et le truc, c'est que ça, c'est de l'édition à compte d'auteur, c'est-à-dire, c'est un livre qui n'a pas été retouché par un éditeur, c'est un livre qui est sorti tel quel. Et je me dis, waouh. Ok. Pareil, j'ai contacté l'auteur pour savoir si elle avait fait le tour des maisons d'édition à compte d'éditeur, quoi, des maisons d'édition classiques, et que à force de s'être fait fermer la porte au nez, elle avait décidé de se rabattre sur le compte d'auteur. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Elle a publié à compte d'auteur parce que elle savait pas. Elle découvrait le monde de l'édition, c'est un premier roman. C'est vraiment... Enfin, c'est pas vraiment très... Je peux pas le conseiller à tout le monde. Je peux pas le conseiller à tout le monde parce que, effectivement, c'est un univers qui est très cru. C'est-à-dire, il y a des gens qui couchent pour avoir de la drogue. Elle laisse clairement entendre que la drogue dans son univers n'est pas un problème. Ça parle de viol, ça parle très crûment de viol. C'est terrible. C'est terrible. Mais l'intensité de tout ce qu'elle décrit, ça fait qu'on embarque, quoi. Ça fait qu'on y est, et que quand ça va, quand elle va bien, quand elle nous dit « il n'y a aucun problème à être à la rue, je suis super heureuse, je vis avec des gens en qui j'ai confiance, j'aime ma vie comme ça », tu te dis « ok, tant mieux, chouette ». Tu te dis pas elle essaie de se convaincre. Non, elle est heureuse comme ça, elle est heureuse comme ça. Et t'es heureux pour elle. Quand elle tombe sur son italien, là, t'es juste très content. T'es juste très content pour elle parce qu'elle vit un conte de fées, quoi. Tout fonctionne extrêmement bien. Tout fonctionne extrêmement bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a un Zogma, il y a écrit Mama. Mama, c'est c'est une autre personne qui vit dans le squat qu'elle squatte. Et je crois que Mama, je sais plus si elle peut pas avoir d'enfant ou si elle en a eu et qu'elle en a perdu. Je me rappelle plus exactement. Mais globalement, elle a envie d'être... Enfin non, c'est pas qu'elle a envie, c'est qu'elle est une mère. C'est en elle, quoi. C'est sa vocation, j'ai envie de dire. Et du coup, elle recueille la protagoniste Julia et celui que Julia considère comme son frère, qui est un Américain.
Du coup, Mama, elle est espagnole. Du coup, c'est une espagnole, un américain et une française en Italie. Et donc, voilà, Mama était en train de faire la popote pour tout le monde, et elle écrit « Mama est pleine de sagesse et de sauce spaghetti ». Ça m'a fait sourire. J'adore cette figure de style. Pour un premier roman, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très très bon. J'espère qu'il y en aura d'autres. Moi, je vais me tenir au courant de ce qu'elle fait, parce que j'embarque rarement à ce point dans une histoire. Émotionnellement, je veux dire. Tout est très juste. Je peux pas vous dire beaucoup mieux, hein. Je peux pas vous dire beaucoup mieux, j'ai vraiment adoré ce bouquin. Je peux pas le conseiller à tout le monde. Je sais pas à qui le déconseiller non plus. C'est très dur, c'est très durement écrit, ça décrit une réalité qui est pas la mienne. Je veux dire, la rue, j'en suis à des années-lumière, la drogue, j'y ai jamais touché non plus. C'est vraiment pas mon monde. C'est un monde que je connais parce que je connais quelqu'un qui a été un peu dedans, mais c'est un monde dont je sais qu'il existe, et donc cette personne de mon entourage, ça me l'a évoqué à plusieurs reprises, et du coup, enfin voilà, je pense qu'il y a aussi ça, il y a le fait que ça me rappelle cette personne-là, et du coup, j'ai embarqué aussi émotionnellement à cause de ça. C'est délicat, parce que j'ai très envie de vous le conseiller, et en même temps, faut pas avoir peur d'un roman qui laisse sous-entendre qu'il n'y a aucun problème avec la drogue, et qui, surtout que... Il y a un problème avec la drogue, rien que dans ce roman. C'est aussi une vision assez puérile du monde, mais la protagoniste est super jeune. Elle a une vingtaine d'années, donc elle a une vision puérile du monde. C'est-à-dire, la drogue est pas un problème, alors qu'elle voit des gens mourir d'overdose, quoi. Pratiquement envie de leur lire. Et faut pas avoir, faut pas avoir peur des viols. Si vous êtes sensible à la description de ce genre d'acte, d'une violence sans équivalent, il y en a. Il y en a, faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Avancez là-dedans à vos risques et périls. Mais voilà, moi je suis rentré dans le roman, et j'ai eu beaucoup de mal à m'en sortir. Après la lecture de ce livre, je devais travailler. J'ai mis 1 heure à me mettre à travailler. 1 heure à décanter. Tu sais quoi, je vais me faire un café. Tu sais quoi, je vais regarder une vidéo sur YouTube. Voilà, c'est coup de poing. Sacré coup de poing. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite. J'aurais aimé terminer là-dessus, mais j'ai ensuite continué avec Arthur Malheur de Clément Grimbert, et ça n'a pas été aussi bon. Je crois que je lui ai mis D, mais pareil, je l'ai pas fini, donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Les sourcils légèrement froncés, c'était une citation du roman, les sourcils légèrement froncés, un rictus aux lèvres, elle s'approcha d'Arthur, qui était à son tour devenu aussi livide qu'un cadavre, avant de s'arrêter à 1 mètre de lui. Je m'appelle Marie et j'aimerais que tu me rendes un service, Arthur. Arthur vit une vie paisible avec sa compagne, Maëlle, mais la visite du spectre d'une femme vient bouleverser ce quotidien et l'entraîne sur une pente glissante, celle de la démence. Débute alors une aventure aux portes de l'horreur contre des forces maléfiques qui dépassent l'entendement. Inspiré de H.P. Lovecraft et de Stephen King, découvrez un cauchemar glaçant aux frontières de l'irréel, une lecture qui remet en cause la réalité, ses limites et ses mystères. En un mot commençant, j'ai pas accroché dès le début et j'ai jamais accroché. Je veux dire, première phrase, la première fois qu'Arthur Malheur rencontra un fantôme, il en pissa dans son pantalon. Tu peux difficilement donner moins envie de lire la suite que ça. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une erreur de ton, c'est-à-dire, soit on est au passé simple, soit on dit pisser, mais en soi, c'est pas une erreur. Mais la première fois qu'Arthur Malheur a rencontré un fantôme, il en a pissé dans son pantalon, ça fonctionne beaucoup mieux. Si tu vas utiliser du passé simple, si t'es déjà dans un registre un petit peu soutenu, un tout petit peu soutenu, le passé simple, c'est pas hyper prout-prout, mais ça veut dire il y a un certain niveau de langage. Et puis dès la première phrase, et puis commence pas ton histoire par une anecdote à base de pisse, quoi. Ah, la première fois que Didier avait un fantôme, il s'est chié dessus. On va raconter. Encore que non, parce que ça c'est drôle. Ça c'est pas que ça donne envie. Remarque si, parce que tu te dis ok d'accord, donc je suis dans une comédie. Là tu te dis, la première fois qu'Arthur Malheur rencontra un fantôme, il en pissa dans son pantalon. Tu te dis, ok, je suis dans quoi? Quel va être le ton de ce roman? Et t'as pas choisi, j'ai l'impression, le ton de ton roman. Je le marque dans mes notes de lecture. Donc globalement, Arthur tombe sur un fantôme dans son grenier. Il se pisse dessus donc, et là-dessus sa femme arrive. Et le gros souci d'Arthur, c'est d'essayer de trouver un moyen de laver son pantalon avant que sa femme remarque qu'il s'est pissé dessus. Déjà, c'est pas une réaction d'adulte. Je veux dire, ça me semble pas. Un adulte, sa réaction, ce serait soit chérie, il y a un fantôme dans le grenier, soit chérie, je crois que je deviens fou, j'ai des hallucinations, soit il s'est rien passé. Mais pas, mon Dieu, ma femme vient de rentrer et je me suis pissé dessus, et comme c'est humiliant. Il vient de voir un fantôme. Mais en plus, il vient de voir un fantôme béton, quoi. C'est-à-dire, il y a pas de... Tout ce qu'il peut penser, c'est soit les fantômes existent, soit il devient fou. Il n'y a pas de... J'ai cru voir une lumière bizarre.
Voilà, il a clairement vu un fantôme. Et en plus, son réflexe, c'est de s'enfermer dans la salle de bain pour laver son pantalon avec un flacon de shampoing. Et je me dis, putain, non, mais ça, c'est une réflexion, mais vraiment de gamin. Enfin, je sais pas, mais aucun adulte ne pense comme ça. Aucun adulte ne se dit, je vais laver mon pantalon avec ça parce que c'est un produit qui nettoie. Tu sais, c'est des raccourcis que tu fais quand t'es jeune, ça. Et ensuite, donc j'ai noté, je comprends pas pourquoi elle considère que c'est une insulte d'envisager qu'il soit infidèle, parce que, alors, elle envisage qu'il soit infidèle parce que, du coup, il a fait couler une douche et du coup, elle s'imagine qu'il a pris 2 douches et du coup, elle se dit, c'est parce qu'il a quelqu'un dans sa vie. Pourquoi pas? Et franchement, je vois pas en quoi c'est une insulte d'envisager que ton partenaire soit infidèle. Mais bon, elle le vit comme ça, elle le vit comme ça. Et j'écris, elle l'envisage parce que sa bouteille de savon intime est vide. Donc le mec a vidé une bouteille de gel intime pour laver son pantalon. Pourquoi il n'est pas allé sur un produit qu'il connaissait? Elle se dit, non seulement mon mari me trompe chez nous, mais en plus, sa maîtresse se lave chez nous avec mon produit pour ça, quoi. C'est quand même... Bah oui, mon fouet, tout à fait, je suis d'accord. L'adultère est un monde qui m'échappe, que je ne sais pas. Je sais pas comment ça se passe quand tu as une maîtresse ou quand tu as un amant. Je me figure pas une maîtresse se laver chez la personne qu'elle est en train de rendre cocu. J'imagine absolument pas ça. Surtout que il a vraiment vidé la bouteille, quoi. Et du coup, est-ce qu'elle est en train de se dire, waouh, elle devait être vraiment sale à ce niveau-là? Enfin... Parce qu'elle n'a pas vu que le niveau avait baissé, elle a vu que sa bouteille était vide. Est-ce qu'elle se lave jamais? Qu'est-ce qui se passe? Bref, lui, donc je dis, a pris cette bouteille-là au lieu de n'importe quelle autre qu'il connaîtrait, comme s'il habitait pas dans cette maison. Je vais dire, pourquoi il n'a pas pris du shampoing? Bref. Et c'est une histoire de fantôme. Pourquoi on me parle de gel intime? Pourquoi aborder le sujet via un quiproquo à base de il se pisse dessus et il lave son pantalon avec du gel intime? Et le ton ne se pose jamais. Page 15, on était dans la terreur, il était effectivement, on a l'influence de Stephen King, il est dans le grenier et il voit des fantômes. Page 17, on est dans la tristesse parce que sa femme vient d'apprendre la mort elle travaille dans une pension de retraite, je crois, enfin dans une pension de retraite, dans une maison de retraite, et elle vient d'apprendre la mort d'une pensionnaire qu'elle aimait particulièrement. Et page 22, on est dans l'humour potache à base de mon Dieu, mon mari me trompe, mon gel intime est vide. Et ça se pose jamais. Ça se pose jamais. Après, il y a une créature qui m'évoque beaucoup Gollum, ou un mélange entre Gollum et Dobby dans Harry Potter, sur Dobby maléfique. Dobby maléfique démoniaque, qui se moque de lui. Il récupère un bracelet. Quand il met ce bracelet, il est possédé par une espèce d'entité maléfique qui se fait appeler Marie. Cette entité maléfique utilise son corps pour aller voir une autre entité maléfique dans un autre corps. Et là, il y a tout un dialogue. Ne faites pas ça, quoi. Page 45. Donc, à ce niveau-là du truc, vous en savez autant que moi. La main d'Arthur Malheur, donc le protagoniste, fendit l'air et se logea dans le ventre de sa victime avec une telle force qu'elle fit aussitôt couler une cascade de sang sur le seuil de la porte. Achille sentit sa bouche s'en remplir également. Dans un élan, il se dégagea en arrière, reculant de quelques mètres, il tomba à genoux, les yeux rivés sur l'être qui entrait à présent dans sa maison. Serrant son ventre de ses 2 mains pour ralentir l'hémorragie, il les toisa avec un mélange de surprise et d'horreur. Arthur Malheur s'arrêta à 1 mètre de lui, l'examinant de toute sa hauteur, son rictus toujours en place, sa main gauche entièrement recouverte de sang dégoulinant. « Bonsoir, Azraël, cela fait bien longtemps !» Première fois qu'on voit le mot Azraël. Achille cracha sur le sol de la salive sanguinolente. L'intonation de cette voix venait de lui dissiper ses derniers doutes. Lui aussi souriait à présent. « Marie, articula-t-il avec difficulté. « Oui, ça doit bien faire. 40 ans ? J'ai mis le bracelet que tu m'as offert pour l'occasion, je me suis dit que ça te ferait plaisir avant de mourir. » Ce dernier mot, Marie l'avait prononcé à travers la bouche d'Arthur Malheur, avec un ton volontairement plus sec. Achille, ou Azraël, se mit à rire douloureusement, ce qui eut pour effet de le faire tousser et recracher du sang. « Ah, tu penses pouvoir me tuer? Moi? Ah, tu sais très bien que déchiqueter ce corps ne mènera à rien. Je ne disparaîtrai pas pour autant. » Justement si, s'exclama Marie en faisant un pas en avant. Figure-toi qu'il, majuscule italique, qu'il en a trouvé le moyen, et qu'il m'a choisi, moi, pour être la première à l'utiliser. Je suis tellement contente. Le sourire d'Azraël s'efface aussitôt, alors la terreur l'envahit, le foudroyant sur place. Cette réaction rendit le spectre à l'intérieur d'Arthur encore plus jovial. Ça y est, tu as compris, tu vas disparaître pour de bon cette fois-ci, Azraël. Tu n'aurais vraiment pas dû nous trahir. Tu devais te douter que tu ne lui échapperais pas. Impossible, argue. Je lis, voilà. Nouvelle quinte de tout et nouveau crachat ensanglanté. Il n'a pas pu le trouver. Je l'ai caché tellement loin. Comment est-ce possible? Si vous êtes perdu, on est à la page 45. Je ne comprends rien.
de ce que je lis à ce moment-là. Je devine, il y a un heal, il y a caché, il y a bracelet, il y a une trahison. Je comprends rien. J'ai vraiment l'impression d'arriver au milieu de l'histoire. Il n'y a rien qui fait dire t'es pas la bienvenue dans cette histoire que d'arriver au milieu de l'histoire. On a besoin d'être un peu guidé. Quelque chose pour au moins que Marie se présente. Et alors, quand on s'attendait à ce qu'on ait un petit peu d'explication, page 53, Arthur globalement dit à Marie, elle dit « Non, vous n'avez pas envie de m'expliquer un peu ce qui se passe? Un pauvre mortel comme toi ne mérite pas que je lui réponde. Prends le bracelet et rentre chez toi, et quand j'aurai besoin de toi, tu obéiras. Tu n'es rien de plus que mon arme dans une guerre que tu ne comprendras jamais, même si je prenais 100 ans pour te l'expliquer. » Littéralement 23 pages plus loin, Gollum s'excite en disant le mortel a interrompu la maîtresse, c'est intolérable, maîtresse, laissez-moi le punir pour vous. Tassan, c'est le nom du gros chien qu'il a vu dans le... Donc c'est Satan à l'envers. Enfin, c'est Satan contre-pété. Tassan, lui, était resté immobile, se contentant d'observer la scène de toute sa hauteur. Marie, quant à elle, répondit à son serviteur d'une voix tranchante et autoritaire, sans le regarder ni défaire son petit sourire. « Va-tu te taire, cloporte? Es-tu stupide au point de ne pas comprendre qu'Arthur, comme tout mortel de ce monde, a besoin de temps et d'indulgence pour comprendre le combat que nous menons ? Tu n'es rien de plus que mon arme dans une guerre que tu ne comprendrais jamais, même si je prenais 100 ans pour te l'expliquer. Il a besoin de patience et d'indulgence pour comprendre le combat auquel il... » Donc je l'ai pas fini parce que j'arrivais pas à rentrer dedans, parce que l'histoire se déroule sans m'expliquer en fait. Je peux pas rentrer dedans. En plus, Arthur a l'air d'ignorer copieusement sa femme. À un moment donné, les démons menacent sa femme, il lui en parle même pas. Il y a un moment, je parle de rythme. La notion de rythme, c'est hyper important dans un roman, vous allez voir pourquoi. Il est en voiture. C'est à ce moment précis que son mal de crâne atteignit son paroxysme. C'était comme si son cerveau tournait dans un four à micro-ondes. Il ferma les yeux de douleur et ne vit donc pas, le cerf qui finissait de traverser. Le choc lui écrasa le visage contre le volant et la voiture terminait sa course dans le fossé, l'animal agonisant juste à côté, le bassin et les pattes arrière en miettes. Si ce dernier mourut quelques minutes plus tard, Arthur, lui, était toujours conscient. Sa migraine était telle qu'elle couvrait toutes ses autres douleurs aux bras, aux jambes, ainsi qu'à son nez cassé et ensanglanté. De ses mains tremblantes, Arthur se détacha et ouvrit la portière. Malgré ses tentatives pour s'extirper prudemment, il chuta dans le fossé. Celui-ci n'était pas très profond, mais Arthur mit plusieurs minutes à en sortir pour se retrouver à quatre pattes sur la route, sentant le froid de la nuit lui caresser la nuque. Sa tête était lourde, très lourde. Il vient de percuter... Enfin, non, il a esquivé ou il a percuté un cerf? Non, il a percuté un cerf. Il vient de percuter un cerf, se prendre une route, tomber dans un fossé, se relever du fossé, et tu nous racontes ça en 2 paragraphes, genre... non, mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il a mal à la tête. Le rythme, quoi. Le rythme, c'est important. En plus... Vraiment, il se prend le cerf, il tombe dans le fossé, et après il tombe dans les pommes. Pourquoi est-ce que tu prends le temps de nous dire qu'il sort de la voiture, qu'il va sur la route, qu'il aurait pu tomber dans les pommes au volant de sa bagnole? Et fin de chapitre, suspense, on a envie d'en savoir plus, on tourne la page. Bref, il y a des problèmes de rythme, mais il y a surtout des problèmes de ton, c'est vraiment ça le souci. Moi, je serais parti sur... un délire vraiment plus léger, quoi. Vraiment plus blague, vraiment plus humoristique. Parce que tu mets des éléments de légèreté, et dès que ça devient sérieux, on a un peu du mal à suivre. Donc, étant donné que c'est pas ton point fort, moi je serais parti sur raconter une histoire de fantôme, mais délirante, quoi. Laisser tomber tout l'espèce de gravitas qui fonctionne pas. Et me concentrer sur le ciel, mon mari, du gel intime, enfin voilà. Mais dans une histoire où ça a un sens, et où c'est ça qui se passe, quoi. Où c'est ça l'intérêt. Où l'intérêt, c'est Arthur Malheur, enfin du coup, ou un autre personnage, qui se fait posséder par un démon et commence à tuer des gens, et il dit « Mais j'ai pas du tout envie de tuer des gens, mais arrêtez !» Enfin voilà, je verrais bien partir ça dans un truc humoristique. Je m'étais dit, je vais essayer de faire court, mais on sait comment ça marche. Alors, boum. Eldora, c'est maladroit, c'est pas parfait, ça mérite un peu de travail. L'auteur peut et va progresser, j'ai envie de dire ça. En soi, c'est pas fondamentalement mal écrit, c'est juste, j'ai envie de dire mal pensé. Mal pensé, mais pas mal écrit. Il y a du potentiel en tout cas, je pense. Le 7e continent de Norman Django, c'est une dystopie vraiment chouette sur, globalement, sur utilisation de Yuka, l'application qui te dit à quel point ce que tu manges c'est bon ou pas, donc ce qui te fait te rendre compte que tout ce que tu manges c'est pas bon, mais aussi sur la manipulation des médias, sur un très gros coup de cœur. Je pense que si je devais vous conseiller qu'un seul livre, il y a une scène de sexe très explicite dedans, mais sans ça, je pense que si je devais vous en conseiller qu'un seul, ce serait peut-être celui-là. Dans l'optique, il va sûrement vous plaire.
parce que il y en a 2 autres qui sont très bien aussi, mais qui vous plairont peut-être moins, qui sont peut-être moins à votre cam. Ça, c'est relativement... j'allais dire, c'est relativement inoffensif. Vous serez moins gêné par le style et par le propos, je pense, si vous voulez lire. Si j'en conseille qu'un, c'est celui-là. Mais il y en a beaucoup d'autres des bons, donc allons-y. Les cycles d'Astralis tome 1 adaptés, ça mérite d'être travaillé parce que l'histoire de base est un peu mignonne. La traductrice qui rencontre un prince dans un autre monde, ça peut être adorable, ça demande juste un petit peu de retravail. Très intéressant, La Patiente de 17h, ça se lit comme on apprécie un film un samedi soir, quoi. C'est-à-dire, il y a un enjeu, il y a un suspense, il fonctionne très bien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'en ai pas parlé longtemps, mais parce que j'ai pas beaucoup ni de mal ni de bien à en dire. Enfin, en fait, j'ai pas du tout de mal à en dire, juste du bien, et pas suffisamment de bien pour me pencher pendant 50 ans dessus. Il est bien, il est bien. La Terre des Héros, tome 1, l'héritage. Si votre truc c'est la fantasy, laissez-lui une chance, et laissez une chance aux éventuels tomes 2 et peut-être plus qu'il peut y avoir. L'auteur a progressé, ne serait-ce que dans les limites de ce roman-là, donc je pense qu'elle a encore progressé avant le 2e tome. C'est ce que j'ai lu en tout cas dans les critiques Babelio du 2e tome. Donc laissez-lui une chance si c'est votre cam. Ça peut vous plaire, je pense. Karn, je vous le conseille aussi, mais alors là par contre c'est vraiment pas pour tout le monde. Une histoire de zombies très trash, avec énormément de personnalité, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien d'avoir des auteurs qui s'embarrassent pas d'être polis, de masquer leur style, non, voilà, ça te rentre dedans. Et ça a suffisamment d'intelligence pour le faire sans que tu te dises, bon là t'es un peu lourd là. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé Karn. Sauf la fin, mais c'est vraiment anecdotique. Mon très gros coup de cœur de la lecture, qui fait que j'hésite à vous dire, finalement les romans à compte d'auteur et les romans auto-édités, finalement je vais les prendre. Je sais pas, je le dis pas, parce que sinon je vais recevoir vraiment beaucoup, je sais pas si je les prends, mais je sais que si je m'étais contenté des romans à compte d'éditeur, je serais passé à côté de celui-là, et que celui-ci m'a mis c'est pas une claque, il m'a mis un coup de poing dans le bide. C'est pas pour tout le monde, je vais pas développer encore ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi c'est mon coup de cœur du mois. Et Arthur Malheur de Clément Grimbert, ça peut plaire à certains d'entre vous, ça peut plaire à ceux qui aiment les histoires... un peu démoniaque qui se pose pas vraiment, c'est-à-dire il y a tel démon, et puis ils se battent, et puis ils utilisent des humains pour se battre entre eux, et puis ils se menacent, et moi ça a pas vraiment du tout été mon truc, mais ça peut être le truc de certains d'entre vous, je pense. Voilà, comme d'habitude, ça n'a pas été une vidéo très facile à faire. Je renouvelle mes félicitations à tous les auteurs, ces 9-là, mais aussi tous les autres qui m'ont envoyé leurs romans et tous les autres qui ne me les ont pas envoyés non plus, évidemment. C'est déjà un sacré parcours et vous pouvez déjà être fiers de vous. J'espère que vous avez conscience que tout ce que je dis, c'est vraiment juste dans le but de vous aider à progresser, si je pense que je peux vous aider à progresser. Si vous estimez que mon avis sert à rien, parce que c'est tout à fait possible, ignorez mon avis. Il y a vraiment aucun problème à ça. Je suis pas auteur. C'est le point de vue d'un lecteur. Un lecteur qui a certes une influence en termes de visibilité, mais qui, en fin de compte, ne veut que partager un retour extérieur, on va dire ça comme ça, et éventuellement vous donner des conseils, qui peuvent être bons à prendre ou pas. Vous qui voyez, c'est vous qui voyez. Merci à tous pour le temps que vous m'avez accordé. On se donne rendez-vous le mois prochain pour le coin lecture suivant. Je pense que je vais lire surtout des romans qui ont été adaptés au cinéma, parce que le prochain 50-50 sera sur un film adapté d'un roman, donc je vais lire des romans qui ont été adaptés au cinéma, histoire d'avoir le choix, quoi, tout simplement. D'ici là, c'est gentil de pas vous être désabonné à cause du spam de contenu de catch sur la chaîne en ce moment. Ah bah, en même temps, il y en a un qui s'appelait, donc bon, bref. Merci à tous pour votre attention. Passez une très bonne fin de journée, et bisous, tout simplement. Salut tout le monde.